Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la performance des fonds ISR au premier semestre avec Olivier Cassé, gérant ISR Action Européenne chez Sycomore Asset Management. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine, où cette fois-ci nous nous intéresserons à la gestion patrimoniale des indépendants. Quelles sont leurs spécificités et comment les accompagner? Nous en parlerons avec Ruben Brami, fondateur du cabinet 26 Patrimoine, mais aussi avec Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni. Et puis enfin, dans l'œil du CGP, la troisième partie de l'émission, nous recevrons Jérémy Doyen, associé chez Bonnet et Doyen Conseil, avec qui nous reviendrons sur l'optimisation de la rémunération du chef d'entreprise. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelle a été la performance des fonds ISR au premier semestre? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivier Cassé. Bonjour Olivier Cassé. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant ISR Action Européenne chez Sycomore Asset Management. On est à mi-année 2024. Comment s'est passé selon vous les premiers mois de cette année en matière d'investissement responsable, d'investissement socialement responsable? Alors c'est un peu d'actualité, mais on va éviter de tomber dans les travers des politiques, mais pour satisfaire du bilan. Mais globalement, ça a été un bon cru sur le premier semestre. Les marchés actions, au niveau global, se sont bien comportés. Bien sûr, en zone euro, on est quasiment à plus 10% au 30 juin sur euro ou Europe. Les États-Unis, un petit peu plus. Donc globalement, le contexte des marchés actions, et donc pour l'investissement ISR en actions, c'était plutôt un bon cru sur le premier semestre. Donc on a un contexte qui était globalement porteur. D'accord. Si on regarde plus précisément l'ISR, alors on a 3 angles de lecture pour faire ça. On peut regarder directement les indices ESG qu'on trouve notamment sur les différents marchés. L'Eurostoxx, c'est plus 11. L'Eurostoxx 50 ESG, c'est plus 13. Donc vous voyez qu'on a une légère surperformance des indices ESG et ISR. Un autre angle de lecture, c'est plutôt regarder le style de gestion des gestions ISR. Et c'est vrai que très souvent, on dit qu'une gestion ISR est plutôt sur un biais qualité, croissance, et il se trouve que sur le premier semestre, alors ça a été assez volatile, et le début d'année avait plutôt mal commencé. Bien sûr, oui. Mais les valeurs de croissance ont quand même largement surperformé, enfin largement, au moins de 2 ou 3 points, l'ensemble des valeurs value ou l'ensemble des valeurs sur le marché européen. Et le troisième angle de lecture, il est plus sectoriel, et on sait que sur les gestions ISR, on a 3 grands secteurs qui sont largement représentés dans les fonds. On retrouve de la technologie, de la santé et des industriels. D'accord. Et sur ces 3 secteurs, on a eu plutôt des bonnes performances. Des secteurs qui ont fonctionné depuis le début de l'année. Qui ont très bien marché. La techno, notamment à travers les semi-conducteurs. Alors on sait derrière, il y a eu toute la vague de l'IA, mais en Europe, notamment à SML, c'est plus de 40% de hausse. Sur la santé, alors comme l'année dernière, je dirais, Novo Nordisk, encore plus 40%. L'année dernière, c'était plus 50%. Donc on a des sociétés qui ont également bien marché dans la santé. Et dans les industriels, il y a un segment qui a très bien fonctionné, qui est le segment qui est lié à l'électrification. D'accord. Alors on a en tête en France un Schneider, c'est en Suisse un ABB, en Italie un Prysmian, et là on est sur des performances entre plus 20 et plus 40%. Donc globalement, ça a été des secteurs très présents dans les gestions ISR qui ont très bien performé. Alors après, tout n'a pas bien fonctionné, et notamment s'il y a un segment qu'on doit ressortir un petit peu du lot avec des performances un petit peu à la traîne, c'est le secteur des énergies renouvelables. D'accord. Et là, c'est vrai alors notamment en Espagne, au Portugal, on a un DPR ou un Acciona Energia, c'est moins 20, moins 30% oui, sur le premier semestre. C'est ce secteur qu'on avait mis en figure de proue un petit peu de la gestion ISR il y a quelques années, qui est celui qui se retrouve le plus à la peine aujourd'hui quelque part. Exactement. Et pour 2 raisons. C'est vrai qu'on est sur des actifs renouvelables de duration longue, et donc ils sont pénalisés d'une part par les taux d'intérêt qui sont quand même plus élevés que ce qu'on avait en tête il y a Parce qu'il faut financer les infrastructures. Exactement. Et dans le même temps, c'est vrai qu'on a eu, notamment en Europe, des prix d'électricité qui ont quand même largement baissé, et donc ces acteurs-là
étant dépendants des prix de l'électricité, eh bien voilà, on a eu, en termes de momentum et de révision en baisse, on a eu quand même quelques ventes défavorables. Mais globalement, voilà, rester sur une image plutôt positive de la gestion action ISR sur le marché au premier semestre. Donc le financement des énergies renouvelables, effectivement, connaît quelques difficultés, mais au global, la gestion ISR fonctionne bien. Est-ce qu'on s'attend aussi bien au second semestre? Est-ce que les thématiques ISR, ou en tout cas la gestion ISR, est elle aussi impactée par des sujets banque centrale, des sujets incertitudes politiques ou autres? Alors, on va déjà se satisfaire de ce qu'on a connu sur le premier semestre, et au-delà avant de passer aux perspectives, il y a un point que j'aimerais souligner, parce que on a eu au mois de mai, pour la première fois depuis de nombreux mois, une collecte positive sur la gestion action ISR. D'accord. Et ça, c'est vrai, surtout en Europe. Et on l'a vu sur les fonds article 8 et un peu moins sur les fonds article 9, donc un peu plus sur des fonds généralistes et un peu moins sur des fonds thématiques. D'accord. Et on l'a vu sur la gestion passive, mais également sur la gestion active. Okay. Donc on voit que, voilà. Et là, on sait bien qu'en effet, les performances, comme je soulignais tout à l'heure, sont plutôt d'un bon niveau, et donc ça attire un peu de collecte. Donc ça veut dire quoi? Les investisseurs sont plus revenus en mai qu'en janvier, par exemple, sur la gestion ISR? Exactement. En termes de collecte, ça se voit vraiment. Et moi, j'ai la chance d'être gérant d'un fonds vitrine chez Sycomore Asset Management, qui est un fonds zone euro ISR. Et je peux vous assurer que depuis 3 mois, on assiste à une collecte très très forte qu'on n'avait pas connue depuis des années. Alors encore une fois, c'est lié bien évidemment aux performances, et d'où l'importance des perspectives. Mais en tout cas, on a un retour sur cette classe d'actifs. Mais alors, je fais une petite parenthèse. Ça montre que finalement, la réforme du label ISR n'a pas eu un impact que certains pouvaient décrier sur la gestion ISR. Alors, cette réforme est en cours. C'est vrai qu'on voit, comme de nombreux labels nationaux au niveau européen, des contraintes qui sont de plus en plus fortes. Et notamment, il faudra regarder en effet les décisions des sociétés de gestion sur le second semestre, un petit peu comme SFDR, article 8, article 9. On a vu les sociétés de gestion retourner leur veste en l'espace de quelques mois. Sur le label ISR, en effet, de nombreux fonds aujourd'hui commercialisés en France ont ce label. Est-ce qu'il sera conservé? C'est une bonne question, parce que, et notamment, alors c'est une vision très très personnelle, mais c'est vrai que dans cette nouvelle mouture du label ISR, on doit réduire l'investissement, l'univers investissable d'au moins 30% en termes de capitalisation boursière, alors que précédemment on était à 20% de réduction lié en nombre de titres. Et ce qui veut dire, et là pour moi, j'ai du mal à comprendre le rationnel d'une telle décision, c'est-à-dire que demain vous allez avoir une société qui a des pratiques ESG relativement correctes, et son éligibilité à l'investissement ISR va dépendre également de la notation des grandes capitalisations. Oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage d'en arriver à ce type de situation. En tout cas, toujours est-il que voilà, la gestion ISR a collecté depuis le mois de mai. On verra ce que ça donne avec les événements politiques d'actualité. Et donc on reste confiant sur le second semestre. Maintenant, la question des perspectives, sans surprise, entre ce qu'on connaît en France et ce qui va arriver aux États-Unis en fin d'année avec les élections présidentielles, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de volatilité qu'au premier semestre. D'accord. Donc voilà, tout n'est pas négatif, mais je pense que dans les fonds ISR qui pourront performer dans cet environnement-là, ce sont des fonds qui sont davantage flexibles, qui sont capables de s'ajuster en effet selon l'actualité, alors économique, mais également, et malheureusement pour nous aujourd'hui, politique. Justement, pour bien comprendre, quelle incidence du politique? Parce que vous l'avez dit, il y a de la tech, de l'industrie, de la santé. Les entreprises ont compris effectivement pour la plupart cette notion de transition et cette obligation presque de transformer leur activité. Est-ce que le politique a réellement une incidence sur ce qui est en train de se passer au niveau des entreprises? Alors, c'est une très bonne question. En tout cas, quand on regarde en première lecture la réaction du marché aujourd'hui, on a tendance à penser que non. Et ce qui plaît aujourd'hui aux investisseurs, et notamment aux investisseurs non européens pour regarder le marché européen, c'est qu'on a un Parlement qui va être divisé en Europe. Donc on ne s'attend pas à de mesures très très fortes, qu'elles soient radicales d'un côté ou de l'autre. Et avec cet environnement relativement neutralisé pour quelques mois, on arrive sur l'investissement et on fait confiance à nos entreprises pour bien gérer la situation. Et un peu la même chose aux États-Unis. Bien évidemment, si on a un Donald Trump qui reprend le pouvoir, il va sans doute détricoter des mesures fortes qui avaient été mises en place par M. Biden, notamment l'Inflation Reduction Act, qui visait à augmenter les investissements dans le renouvelable, dans le véhicule électrique. Donc voilà, c'est toujours difficile pour nous en tant qu'investisseurs de jongler quand ces environnements sont très très mouvants. Alors, bien sûr, l'importance que je mentionnais tout à l'heure d'être relativement flexible. Mais à partir du moment où on a un Parlement, une Assemblée relativement divisée, on n'attend pas de mesures fortes qui viseraient à détricoter des mesures du passé. Et on fait confiance à nos entreprises, encore une fois, quand on regarde les marchés et les entreprises européennes, au final, elles
sont très peu exposées à l'activité française. Si on regarde l'Eurostoxx, c'est moins de 10%, beaucoup moins de 10% exposés à la France. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que ces entreprises ont, sur les 4-5 dernières années, ont réussi à faire croître drastiquement leurs résultats parce que ce sont des groupes qui sont mondialisés. Et ça vaut aussi pour l'ISR, du coup. Et ça vaut également pour l'ISR. Dans les sociétés que je mentionnais tout à l'heure, on est sur des groupes qui sont mondialisés, que ce soit un SML, un Schneider ou un ABB ou un Novo Nordisk. On est sur des groupes mondialisés, donc qui ne sont pas dépendants de la politique, notamment de la France. Merci beaucoup Olivier Cassé de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Européenne chez Sycomore Asset Management. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment accompagner les indépendants dans la gestion de leur épargne et de leur patrimoine? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 2 experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Olivier Malteste. Bonjour Olivier Malteste. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Yomoni. Yomoni qui a notamment lancé récemment une offre spécifique pour les indépendants. Vous allez pouvoir nous en parler dans un instant. On a le plaisir d'accueillir également Ruben Bramy. Bonjour Ruben Bramy. Bonjour Nicolas. Fondateur du cabinet 26 Patrimoine, donc gestionnaire de patrimoine. On va commencer avec vous, Ruben Bramy. Vous accompagnez des indépendants, vous échangez avec eux, ils viennent dans votre bureau, ils s'ouvrent sur leurs questionnements, leurs envies d'investir ou autres. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un travailleur indépendant par rapport à un salarié ou un chef d'entreprise ? Alors c'est vrai que ce sont des clients à part, qui ont leur spécificité. Alors tout d'abord, il y a plusieurs catégories évidemment de travailleurs indépendants, donc on doit évidemment les traiter de manière totalement différente. Disons que le premier sujet, c'est que leur planification financière est différente. Ils ont une variabilité des revenus qui font qu'on ne peut pas forcément tout prévoir au moment où on se rencontre. D'accord. Il va y avoir des dates clés à mettre en place directement avec eux. Il y a aussi d'autres sujets qui ne sont pas forcément celui d'un gestionnaire de patrimoine à prendre en compte, mais on a un devoir de conseil envers ses clients, qui sont tous les sujets liés à la protection sociale. Et un autre sujet, là, qui est plus propre aux conseillers en gestion de patrimoine, qui est l'optimisation fiscale. Donc on va devoir vraiment le traiter on va devoir traiter à la fois leur patrimoine personnel et leur patrimoine privé, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de sujets peut-être qu'on va dire un salarié par exemple, où là on va se concentrer plus sur son patrimoine privé. Il y a beaucoup plus de sujets à prendre en compte. Et la première chose que vous mentionnez, c'est la variabilité des revenus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de revenus stables dans le temps, on ne sait pas effectivement quand est-ce qu'on va encaisser, mais surtout ce qu'on gagnera potentiellement dans un an ou même dans 6 mois. Et donc ça, c'est à prendre en compte. Pourquoi ? Pour essayer de se projeter un petit peu dans le temps long quand on va réaliser des investissements ? Exactement, ça rend la planification financière plus complexe. Je prends un exemple, moi j'accompagne pas mal d'avocats et les avocats ne savent pas forcément combien ils vont payer d'impôts. Donc c'est plutôt au dernier trimestre de l'année, quand ils vont savoir un petit le montant de leurs impôts, tout ça, qu'on va pouvoir mettre en place des choses. D'un coup d'un seul, ils veulent faire beaucoup d'investissements en fonction des impôts dont ils savent à peu près qu'ils vont payer. Quoi. Et ils gardent plus de trésorerie aussi, justement, au cas où l'année serait moins bonne d'une année à l'autre. Donc c'est vraiment totalement différent les indépendants à gérer. Vous avez parlé de protection sociale aussi, parce que du coup, effectivement, il n'y a pas celle du salarié, et ça veut dire qu'il faut accompagner sur ce sujet-là aussi. Alors, il faut les accompagner, il faut au moins les sensibiliser. Si c'est pas, c'est pas mon métier, par exemple, de les accompagner sur la protection sociale. Par contre, j'ai un devoir de conseiller envers eux, donc c'est toujours bien de faire un petit point, de vérifier que tout est OK, qu'ils sont au courant de ce dont ils ont le droit, ce dont ils n'ont pas le droit, et les sensibiliser les sujets, quitte après les renvoyer à des partenaires, c'est aussi notre rôle, effectivement. Et alors, avant de passer la parole à Olivier Malteste, j'imagine qu'il y a le sujet retraite aussi qui est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien on va gagner par an, on ne sait pas quand est-ce qu'on va encaisser, mais il faut réaliser des investissements pour sa retraite parce que globalement, si on n'en fait pas, on aura une retraite ridicule si on reste indépendant toute sa vie. Oui, et il faut s'en occuper plutôt tôt. C'est pas toujours le cas. C'est vrai que beaucoup de clients viennent nous voir aussi parce qu'ils se rendent compte que leur retraite ne va pas suffire. Je pense qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail après, mais il y a plein de leviers à optimiser, évidemment le PER, mais aussi l'assurance vie, l'investissement immobilier, l'investissement locatif. Il y a pas mal de leviers. C'est un sujet important. Rentrons dans le détail, peut-être avec vous, Olivier Malteste, et ensuite avec vous, Ruben. Vous avez lancé une offre spécifique pour les indépendants. Ça veut dire déjà que vous vous êtes rendu compte qu'ils n'investissaient pas de la même manière que les autres, les travailleurs indépendants ? C'est ça, en fait, on est parti d'une demande de nos clients qui disait vous proposez les comptes titres, vous proposez les PEA, vous proposez plein de choses, mais moi, à l'intérieur de mon entreprise, quand je suis indépendant, qu'est-ce que je peux faire concrètement sans sortir forcément de l'argent de ma société, de ma personne morale. D'accord. Donc la demande, c'était je ne veux pas me verser un salaire pour ensuite investir, je veux investir directement avec ma structure. Exactement. Fiscalement, ce n'est pas forcément optimal de se verser un salaire plus important ou de verser un
dividende et ensuite de réinvestir. Et donc effectivement, comme vous l'avez mentionné, les indépendants notamment pour leur retraite cotisent moins. Il y a le Conseil d'orientation des retraites qui dit que 60%, en fait, la baisse de salaire moyenne observée par les indépendants est d'environ 60% lorsqu'ils partent en retraite. Et il y a la capacité et la possibilité de faire notamment sur la retraite spécifiquement des PER Pro, sur lequel c'est directement par le biais de son entreprise juridique, de sa personne morale, qu'on va pouvoir directement financer sa retraite. D'accord. Et donc ou en tout cas investir exactement dans un PER. Dans un PER, d'accord. Pour réduire, alors là où un salarié va réduire du coup son imposition en tant que son imposition classique, là c'est la partie des bénéfices en fait réalisés par l'entreprise qui va pouvoir être extraite, être réduite, et donc permettre ainsi de financer sa retraite sur du long terme. Mais on n'est pas sur du PERCO ou du PER entreprise, on est sur du PER Pro. D'accord. Donc en termes de produits financiers, nous on offre exactement la même chose, c'est-à-dire un PER assurantiel, mais qui est par contre éligible directement au pro. Donc ça dépend des catégories. Donc on travaille évidemment un indépendant, la première chose qu'il doit faire, c'est consulter son comptable pour vérifier l'optimisation qu'il peut faire et qu'est-ce qui fait le plus de sens pour lui. Ensuite, en termes de produits, en fait, on a rendu accessible pour nos clients à la fois nos comptes titres ordinaires directement pour les personnes morales et également les PER. Donc on a lancé un PER notamment multi-asset qui est également disponible à l'intérieur de son entreprise. Alors donc on a parlé du PER Pro, effectivement. Donc ça veut dire qu'on peut investir pour sa retraite via sa personne morale sans se verser de salaire, mais si jamais mon entreprise, par exemple, venait à être liquidée, j'ai quand même investi pour ma retraite et pas pour... Tout à fait. Oui, non, mais c'est donc voilà, et ça permet en fait, au lieu de, lorsqu'on est individuel, lorsqu'on est salarié, qu'on va investir dans son PER, en fait, on va déduire... Parce qu'il faut être salarié de sa propre entreprise quand même. Alors, ça dépend en fait, c'est le travailleur non salarié, donc ça dépend vraiment des statuts. D'accord. Et vous n'êtes pas obligé d'être salarié de votre propre entreprise. Lorsque vous êtes indépendant, lorsque vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale, vous êtes éligible au PER Pro également. Et donc, c'est toujours le bon réflexe, c'est d'aller voir directement son comptable et d'appeler un conseiller pour vérifier ce qui est le plus économiquement le plus intéressant. Mais en fait, l'État, parce que les cotisations sont plus faibles, l'État a aussi élargi les plafonds en fait, de versement pour justement les personnes morales, pour les indépendants, pour leur permettre et les inciter justement à épargner, parce qu'ils ont moins de cotisations, donc ils ont tendance à moins épargner pour leur retraite. Et donc, pour éviter ça, l'État a justement permis d'avoir des plafonds plus larges et de permettre d'exonérer un peu plus et de faire des économies d'impôts au moment où on épargne pour sa retraite plus importante que pour un particulier classique. Et pourquoi des comptes titres pour personnes morales, du coup, c'est toujours dans cette même optique? Oui, c'est la même optique, là, c'est pas spécifiquement pour la retraite. Pour la retraite, c'est vraiment le PER Pro qui est vraiment tout à fait adapté. Mais en fait, souvent aussi, lorsqu'on est indépendant, on va laisser l'argent dans son entreprise et on va la laisser plus ou moins dormir ou investir vraiment sur du court terme, mais pas avoir la vision long terme en considérant que en fait, c'est la même poche, c'est la même chose, et on va la laisser à l'intérieur de l'entreprise, mais sans forcément le faire fructifier. Lorsqu'on veut laisser son argent dans son entreprise en se disant ça, c'est quand même la partie que je me réserve intellectuellement pour plus tard ou pour financer des projets vraiment particuliers sur du long terme, c'est intéressant de rester à l'intérieur de l'entreprise et d'investir, notamment sur les actions, donc via le biais d'ETF, ça, nous chez Yomoni on fait par ETF, mais et d'investir de la même manière qu'on le ferait en ayant sorti l'argent, mais en restant dans l'entreprise, sur des comptes titres ordinaires qui sont là aussi éligibles directement à la personne. Mais c'est de l'argent qui appartient à l'entreprise, qui elle-même appartient à 100% à l'indépendant. Et au lieu de laisser son argent complètement et de laisser soit dormir, soit l'investir vraiment que sur du monétaire, alors qu'on a en tant qu'entrepreneur la vision vraiment plutôt long terme, là ça a la capacité du coup d'investir sur du plus long terme. Mais ça n'est pas une charge pour le coup, contrairement au versement sur le PER Pro. Tout à fait. Ruben Brahmy, alors que ces deux solutions ont été présentées, comment est-ce qu'on fait quand on est indépendant et qu'on veut anticiper sa retraite déjà, puisqu'on est sur le sujet, alors pas que retraite, mais déjà retraite, on fait ses investissements par soi-même, est-ce qu'on passe forcément par des investissements via son entreprise, est-ce qu'on crée une holding, j'entends souvent ça effectivement, qu'on fait remonter de l'argent via une holding pour faire des investissements ailleurs, est-ce qu'on fait des investissements en direct, comment est-ce qu'on fait un peu de tout ça? Alors, si on a les moyens. Il faudrait vraiment faire du cas par cas pour répondre correctement à cette question. En tout cas, pour revenir un petit peu sur le sujet PER, il y a un point sur lequel moi j'aime bien sensibiliser mes clients, mais il y a plusieurs points. Le premier, c'est que si vous avez par exemple une capacité d'épargne mensuelle, c'est bien d'ouvrir un PER, c'est bien aussi d'ouvrir un contrat d'assurance vie à côté. D'accord. Quand on ouvre un PER, il ne faut pas se laisser la possibilité de le déverrouiller parce qu'on pourrait acheter par exemple sa résidence principale, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment ouvrir un PER en se disant l'horizon c'est la retraite. D'accord, ok. Et l'assurance vie, pour constituer une épargne de précaution et plutôt le mettre sur des livrets, la faire valoriser et s'il y a un imprévu, pouvoir aller piocher dedans. Donc ça c'est un point important, c'est bien de pouvoir jongler avec le PER d'un côté et le contrat d'assurance vie de l'autre. Donc s'assurer de ne pas toucher à l'argent qu'on met de côté pour sa retraite. Le PER, il faut avoir comme horizon la retraite. Il ne faut pas se dire au pire je peux le débloquer parce que je vais peut-être acheter une maison sur la place. Fiscalement ça n'a aucun intérêt.
c'est possible, on a toujours cette possibilité-là, mais autant verser l'argent sur un contrat d'assurance vie. Il faut vraiment avoir cet horizon retraite quand on ouvre un PER. Quand on a, disons, une vingtaine, quinzaine d'années avant la retraite, n'ayez pas peur de prendre des risques parce que l'argent est bloqué, donc let's go. Il y a le choix, il y a des mandats de gestion dynamique, offensif chez Yomoni. Les conseillers en gestion de patrimoine, on propose aussi une gestion libre qui peut être totalement dynamique. Donc prenons du risque, on a le temps de faire face à un éventuel soubresaut de marché et au mieux valoriser son capital. Mais ça, c'est compréhensible quand on est indépendant de dire bon, j'ai effectivement, je travaille nuit et jour pour déjà créer mon propre métier. Mon salaire, j'ai du mal à le toucher tous les mois et à la fin de l'année, j'arrive globalement quand même à avoir un salaire qui me convient. Je vais aller prendre du risque avec cet argent sur des investissements financiers. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée ici, c'est de préparer la retraite. Donc cette poche est dédiée à la retraite. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre pour justement préparer sa retraite. Il faut en parler avec son conseiller de quel pourcentage de son épargne disponible on consacre à la préparation de sa retraite. Mais quand on a 15-20 ans devant soi, oui, prenons du risque parce que l'argent est bloqué. Il y aura toujours quelques exceptions, on va toujours tomber sur des profils qui veulent rester très prudents et on respectera évidemment leur profil d'investisseur. Mais moi, j'aime bien aussi sensibiliser sur ce sujet-là. Et puis, petit à petit, qu'on se rapproche de la retraite, les mandats de gestion ont cette obligation-là de désensibiliser au risque. Et nous, en tant que conseiller en patrimoine, on le fait aussi en prenant de moins en moins de risques. L'immobilier, c'est une manière de préparer sa retraite ou Bien sûr. Bien sûr, c'est toujours un moyen de préparer sa retraite. Les investissements locatifs, on est en France, donc on passe quand même par là à un moment ou à un autre. Ouais, c'est ça. On a l'immobilier ici, donc oui, c'est toujours un bon moyen de préparer sa retraite. Il y a plein de possibilités de le faire. Pour ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis en quelque sorte, ils peuvent trouver eux-mêmes leurs biens et le gérer ou alors confier la gestion. Et puis il y a évidemment plein de sociétés de gestion aujourd'hui qui proposent des solutions alternatives. On a des SCPI, on a les OPCI, les SCI, les fonds de private equity qui ont sous-jacent immobilier. Donc il y a une pléthore de disponibilités. Oui, l'immobilier c'est toujours une bonne solution. Il y en a d'autres aussi pour se générer des revenus mensuels. Il y a quelques très bons fonds de dette privée. D'accord. Pour ceux qui pourraient investir dedans. Souvent les tickets sont élevés, mais moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des excellents. Il y a plein de possibilités, oui. Vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure, Nicolas, c'est-à-dire qu'on travaille, quand on est indépendant, on travaille nuit et jour dans son activité, et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à déléguer du coup cette partie-là. Donc le vrai risque, c'est de laisser son argent dormir en se disant j'ai pas le temps de m'en occuper, je verrai plus tard. Et je verrai plus tard. Et en fait, il y a l'inflation, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, il faut faire travailler son argent. Les marchés financiers sur du long terme offrent une rentabilité qui est importante, mais c'est vrai qu'il faut, si on veut le faire tout seul, il faut y consacrer du temps. Et c'est là aussi où la gestion et la délégation de gestion peut présenter un intérêt. Prenez rendez-vous directement avec un conseiller, vous faites le point, ainsi de suite, et ensuite toute la gestion est gérée de manière automatique par des gérants et ça vous permet ensuite, vous, évidemment, de contrôler, de regarder, mais c'est souvent un frein, c'est le temps qu'il est nécessaire de passer, c'est une des frictions, voilà. Mais alors, vous soulevez du coup un autre point et on va proposer à Ruben Brami de répondre sur le sujet, c'est-à-dire que je suis indépendant, j'ai créé mon propre métier, j'estime pas forcément être devenu richissime, ni avoir vendu une boîte des millions, mais pour autant, il faut que j'accepte de me faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine ou par une société effectivement qui m'accompagne dans la gestion de mon patrimoine. La réponse est oui. Moi, j'identifie plusieurs raisons pour lesquelles c'est bien de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Soit vous n'avez pas le temps, soit vous jugez que vous n'avez pas les compétences pour le faire, et donc c'est de vous faire accompagner. Ou alors, vous comprenez que c'est important, mais vous n'avez vraiment pas envie de vous en occuper. Et donc voilà, c'est trois raisons qui suffisent pour se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, passer par aussi une plateforme. Mais oui, il faut le faire parce qu'après, vous aurez des regrets. Moi, je rencontre pas mal de clients qui viennent me voir parfois un petit peu trop tard. Alors évidemment, il y a toujours des choses à faire. Trop tard, c'est quel âge? Non, c'est propre à chacun, mais disons que 10 ans avant, il faut rencontrer quelqu'un. En tout cas, faut 10 ans avant la retraite, voire même 20 ans avant la retraite, ce serait mieux. Voilà, faut prendre un petit peu de temps et consacrer un peu de temps à traiter le sujet. Ouais. Bon, message passé pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Ruben Brami, merci beaucoup Olivier Maltese de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment optimiser la rémunération du chef d'entreprise. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Jérémy Doyen. Bonjour Jérémy Doyen. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé chez Bonnet et Doyen Conseil. Je vais aller dans le vif du sujet tout de suite. Comment optimiser la rémunération du chef d'entreprise, Jérémy Doyen? Il y a plusieurs moyens pour optimiser la rémunération du chef d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà savoir si on est en SASU ou en EURL. Je vais parler ici des personnes qui sont seules. D'accord. C'est déjà assez compliqué comme ça par la suite. Ouais. Une personne qui est seule, qui va être en SASU, va pouvoir se rémunérer et
malheureusement pour elle ou heureusement pour elle, elle va cotiser à hauteur de 80% en termes de cotisation sociale. D'accord, sur un salaire qu'elle se versera. Ouais. Ça veut donc dire que si elle se verse 100 000 euros de salaire, elle paye 80 000 euros de cotisation sociale. En EURL, cette fois-ci, en tant que gérant majoritaire, si on se verse 100 000 euros de salaire, on va payer 40 000. Les différences en termes de cotisation sociale est importante, effectivement. Cela veut tout simplement dire qu'il y a une autre protection sociale quand on est en SASU. D'accord. Et alors pourquoi est-ce que certains choisissent SASU et d'autres URL alors? Parce que la SASU va avoir un avantage en termes de cotisation sociale. Quand on se verse 45 000 euros, on a à la retraite une retraite estimée à 37 000 euros. Alors que quand on se verse en EURL 45 000 euros, on est plutôt aux alentours des 30 000 euros. Et alors comment est-ce qu'on fait du coup pour optimiser sa rémunération et en même temps penser à sa retraite? Eh bien, c'est important de comprendre que oui, il faut penser à sa retraite. En plus de ça, quand on est en SASU, et je préfère insister là-dessus, il y a une protection sociale qui est plus importante. Donc on a aussi les accidents du travail qui sont protégés via le URL. Donc pour optimiser tout ça, on peut aussi penser à des schémas plus complexes, tels que la holding par exemple, qui va permettre d'optimiser sa rémunération avec pourquoi pas une EURL en bas, une SASU au-dessus, tout à fait le contraire également. Donc on aurait deux entreprises pour optimiser au maximum sa rémunération, c'est ça? Alors ça serait hyper intéressant d'avoir deux entreprises, c'est-à-dire une entreprise qui détient son autre entreprise, et donc avoir une holding qui va détenir sa société fille, sa société de conseil ou d'activité commerciale. Profitons que la flat tax soit toujours en vigueur pour en parler. Les dividendes, ils interviennent à quel moment pour optimiser sa rémunération justement? Et je savais que vous alliez venir là-dessus. Donc forcément, la partie dividende, là on va passer cette fois-ci à la SASU, où on n'a pas de cotisation sociale supplémentaire quand on se verse des dividendes, alors que dans l'EURL, au-delà de 10% du capital social, on augmente la partie dividende et on augmente les cotisations sociales. Donc effectivement, cette fois-ci, la SASU gagne, car on peut distribuer comme on veut, on n'est pas limité au capital social. Et si on se verse donc 100 000 euros, bien sûr, il faut payer l'impôt sur les sociétés avant et ensuite payer la fameuse flat tax. Mais on peut aussi choisir pour l'option au barème et ça dépend des familles et c'est très important de le comprendre. Concrètement, la question que tout le monde doit vous poser et à laquelle personne n'a de réponse tranchée, est-ce qu'on peut trancher entre une SASU et une EURL de manière générale en fonction d'une activité ou c'est vraiment du cas par cas? C'est impossible de trancher. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on arrive à combiner les deux, on a le meilleur des schémas. D'accord. Et point important aussi sur la partie cotisation, la partie aide, la partie protection d'un point de vue général, on peut aussi optimiser avec d'autres choses. Moi, je pense au PE, PER, quand on a un salarié. D'accord. Là, ce type de dispositif, on va éviter beaucoup d'impôts. Et là c'est très, très rémunérateur pour le chef d'entreprise. Moi, je pense toujours à la rémunération nette du chef d'entreprise. D'accord. Et quand on parle de la rémunération nette, il faut penser à la retraite également. Donc, il faut regarder de A à Z, c'est-à-dire sur 30-40 ans de carrière, combien on aura à la retraite et combien on a économisé au départ. Petite question quand même sur les frais. Quand on a deux entreprises, ça coûte 2 fois plus cher. Est-ce qu'on est gagnant quand même à la fin? Alors justement, moi j'ai envie de dire que quand on va mettre en place une holding pour optimiser sa rémunération, c'est que la plupart du temps on a des problématiques qui sont bonnes. D'accord. On va avoir une problématique la plupart du temps de vouloir réinvestir, pourquoi pas une partie des bénéfices par le biais de la société mère qui est la holding. Merci beaucoup, Jérémy Doyen. Si j'ai bien compris, du coup, vous êtes convaincu qu'il faut, quand on peut, avoir deux entreprises pour optimiser au maximum. Je rappelle que vous êtes associé chez Bonnet et Doyen Conseil. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Bismart. En attendant, je vous souhaite un très bel été à tous.